Imaginons un peu la scène. Une équipe de football vient de remporter le tournoi le plus prestigieux de tout un continent. Ouais, la consécration totale, quoi. Mais carrément, les joueurs s'effondrent de joie sur la pelouse, ils soulèvent le trophée sous une pluie de confettis, leur pays décrète même un jour férié dans la foulée. Les primes de victoire sont versées, tout le monde fait la fête. Voilà, l'histoire est écrite, gravée dans le marbre, et puis 60 jours plus tard, paf. Le choc, Exactement. Un simple communiqué administratif tombe et raie ce titre des archives pour l'attribuer à l'équipe perdante. sans qu'un seul joueur n'ait retouché un ballon entre-temps, hein, c'est ça qui est dingue. C'est complètement irréel. Et pourtant, c'est exactement le scénario qui s'est déroulé après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ce qui rend cette situation vraiment vertigineuse, c'est cette bascule. On passe de la réalité physique d'un match avec la sueur et les larmes Ouais. à la froideur implacable d'une décision juridique. En gros, la réalité sportive a été totalement effacée par la réalité administrative. Et c'est justement l'objectif de notre décryptage d'aujourd'hui. On va essayer de comprendre l'anatomie de cette crise hallucinante. Parce que ce n'est pas juste du foot, en fait. Pas du tout. Comment une interruption de 17 minutes sur un terrain a pu se transformer en un incident diplomatique international, avec des ministres, des tribunaux arbitraux et même des gens en prison. C'est un vrai thriller géopolitique. Pour démêler tout ça, on s'est plongé dans une montagne de documents. On a épluché la presse sportive, genre Fox Sports, des National, Planet Football. Mais aussi des trucs beaucoup plus pointus. Ouais. C'est ça, des analyses juridiques et géopolitiques de Média 24, de Pambazooka News et bien sûr les déclamations officielles des gouvernements sud-africains et sénégalais. D'ailleurs, je pense qu'il est super important de faire une petite pause là-dessus avant de continuer. Vas-y, je t'en prie. Les tensions autour de cet événement sont massives. On parle de la souveraineté et de la fierté de plusieurs nations, notamment le Maroc, le Sénégal et l'Afrique du Sud. C'est hyper sensible. Très sensible. Donc notre mission ici, c'est vraiment de disséquer cette mécanique avec une impartialité absolue. On va rapporter les faits, les arguments juridiques de chaque camp. Mais on ne prend aucun parti. Exactement. On ne valide aucune position, on est juste là pour analyser les sources. Le cadre est posé. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut absolument retourner sur les lieux du crime, si je puis dire. Il faut revivre la soirée du 18 janvier 2026. Ouais, on est à Rabat, au Maroc. C'est la finale de la CAN. Le Sénégal affronte le Maroc, qui joue à domicile. Et le stade est complètement bouillant. T'imagines l'ambiance. Électrique. À la fin du temps réglementaire, c'est 0-0. Et là, au début du temps additionnel, tout explose. La chronologie de ces quelques minutes, c'est vraiment la clé de tout le dossier, en fait. Hein. Bah oui, parce que le Sénégal pense d'abord marquer le but de la victoire grâce à Ismaïla Sarr. Ouais, la délivrance. Sauf que non. La VAR, l'assistance vidéo, intervient et annule ce but. La frustration côté sénégalais est déjà énorme. Mais ça empire, genre 2 minutes plus tard. Le fameux penalty. Voilà. Action dans la surface opposée, coup de sifflet, et l'arbitre accorde un penalty hyper controversé au Maroc pour une faute sur Brahim Diaz. La bascule totale. Le Sénégal passe de la victoire à une défaite quasi certaine en un clin d'œil. Et la réaction sur le banc sénégalais, c'est épidermique. Le sélectionneur Pape Thiaw refuse d'accepter ça. Il prend une décision d'une radicalité folle. Mais carrément, il fait de grands gestes et il ordonne à tous ses joueurs de quitter la pelouse. Le match s'arrête net. C'est le vide absolu dans le stade. On parle d'une interruption totale entre 14 et 17 minutes selon les sources. Quand je lisais ça, l'image qui m'est venue, c'est celle d'une immense pièce de théâtre en direct mondial. Ah, c'est une bonne analogie, ça. Bah oui, soudainement, les acteurs refusent le scénario, ils en ont marre du metteur en scène et ils quittent les planches en plein milieu du dernier acte. Et pour l'institution sportive, c'est le cauchemar absolu. Pendant ces 17 minutes, ce n'est plus du sport, c'est de la pure gestion de crise. Grave. Et c'est là que Sadio Mané et El Hadji Diouf entrent en scène. Heureusement pour eux d'ailleurs. Mané est le capitaine, Diouf est une légende qui était dans les couloirs. Ils réalisent la catastrophe. Ils savent que si l'équipe ne remonte pas, les conséquences seront cataclysmiques. Ils parlent aux joueurs, ils négocient et ils finissent par les convaincre de revenir. Et ce retour donne lieu à un des moments les plus fous de l'histoire du foot. Les joueurs se replacent, Brahim Diaz prend le ballon pour ce fameux penalty. La pression est juste inhumaine à ce moment-là. Et là, il tente une panenka. Ah non mais la folie du geste! Pour résumer vite fait, au lieu de frapper fort, il pique doucement le ballon au centre en espérant que le gardien plonge. Sauf qu'Edouard Mendy, le gardien sénégalais, Il ne bouge pas. pas d'1 millimètre.
Il capte le ballon tranquille, genre c'est un ballon de plage. Sur les réseaux, ça a explosé. Les algorithmes étaient saturés par l'expression « karma instantané ». Et ça a totalement galvanisé le Sénégal. Pendant les prolongations, il roule sur le Maroc, Pape Gueye marque un but spectaculaire 1-0. Fin du match. C'est l'apothéose. Les médailles, la joie. Dakar qui s'embrase. Et c'est ça qui rend la suite si brutale. 60 jours plus tard, le 17 mars 2026. Le réveil est douloureux. On passe de la chaleur du stade à la froideur du droit administratif. La CAF annule la victoire et déclare le Maroc vainqueur par forfait 3-0. C'est ce qu'on appelle une victoire sur tapis vert. En lisant l'argumentaire de la Fédération marocaine de football, j'ai vu qu'il s'appuyait sur les articles 82 et 84 du règlement. Ouais, c'est la colonne vertébrale du droit disciplinaire sportif. En gros, toute équipe qui quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre perd par forfait. C'est là que les sources de Média 24 citent un avocat marocain, maître Mourad El Ajouti, qui parle d'infraction instantanée. Ce concept est fascinant. En essayant de le vulgariser, je me suis dit que c'était comme un radar de feu rouge. Ah, vas-y, développe. Si je franchis la ligne alors que le feu est rouge, le flash se déclenche. Même si je panique, que je recule d'un mètre une seconde plus tard, c'est mort. Le flash a eu lieu. Voilà, la photo existe, l'infraction est consommée à la milliseconde où j'ai franchi la ligne. C'est bien ça la logique de la CAF. C'est une super métaphore. Dans cette optique, le chronomètre des 17 minutes ne sert à rien. 5 minutes ou 2 heures, ça revient au même. Donc, le fait d'avoir franchi la ligne de touche avec l'intention d'arrêter le jeu, Ça suffit. Le droit sportif déteste qu'une équipe prenne une compétition en otage. D'ailleurs, il s'appuie sur des jurisprudences lourdes. comme lesquels? Il y a l'affaire Rojas en 1989. Le gardien chilien avait simulé une blessure pour faire arrêter un match contre le Brésil. Ah oui, un classique. Et plus récemment, en 2019, la finale de la Ligue des champions africaine entre le Wydad et l'Espérance de Tunis, ça s'était fini dans un chaos total à cause d'une panne de VAR. Le principe, c'est qu'on ne se fait pas justice soi-même. Je comprends la théorie, mais il y a un détail qui me rend folle depuis que j'ai lu les dossiers. Je vais me faire l'avocat du diable. Je t'écoute. Si l'infraction est vraiment instantanée, pourquoi diable l'arbitre a-t-il sifflé la reprise du match? Ah, la fameuse contradiction. Mais oui, on parle d'un officiel qui a laissé jouer 30 minutes de prolongation, qui a validé le but de Gueye, qui a attendu la remise de la coupe. C'est kafkaïen. C'est exactement la brèche que la fédération sénégalaise a utilisée. Tu m'étonnes. Ils ont engagé Serge Vitos, c'est ça, un avocat suisse très réputé. Ouais, pour aller direct devant le tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne. Son argument principal, c'est que l'arbitre a formellement autorisé la reprise. Donc selon lui, la reprise efface le retrait. Exactement. L'institution a dit oui pour que la pièce de théâtre reprenne, pour reprendre ton analogie. Mais alors, comment les juristes qui soutiennent le Maroc justifient cette passivité de l'arbitre sur le moment? Par un principe qu'on appelle l'ordre public sportif. C'est lié à la sécurité. Ah, pour éviter une émeute. C'est ça. Le stade est comble, des dizaines de milliers de supporters survoltés. Le retrait des joueurs avait déjà commencé à chauffer les tribunes. Donc, s'il arrête tout et annonce un forfait au micro. C'est l'envahissement de terrain assuré, des violences incontrôlables. Donc la thèse, c'est qu'il a laissé jouer pour la sécurité, laissant les commissions juger le litige plus tard, à froid. Waouh. Mais la nature a horreur du vide, hein. Quand le droit et la justice sportive se rendent dedans, la géopolitique s'engouffre dans la brèche. Oh que oui. Le 17 mars, ça a été un vrai détonateur diplomatique. Dans nos sources, on voit un axe très net se dessiner, hein. Pretoria en Afrique du Sud et Dakar au Sénégal, tous les deux ligués contre Rabat au Maroc. On est bien loin du pénalty raté là. C'est de la diplomatie du sport pur et dur, le fameux soft power. J'ai été frappé par la violence des propos de Gayton Mackenzie, le ministre sud-africain des Sports. Il n'y est pas allé de main morte. Mais pas du tout. Il dénonce une victoire fabriquée en salle de conférence. Et il offre les meilleurs avocats de son pays au Sénégal. Mais il faut bien lire entre les lignes. Cette générosité sud-africaine, c'est pas de la charité. Il y a un énorme agenda caché, c'est clair. C'est une bataille d'hégémonie. L'Afrique du Sud venait de signer pour accueillir un grand bureau de la FIFA à Johannesburg. Ils veulent être le boss du foot africain. Sauf que le Maroc investit des milliards à une diplomatie sportive agressive et prépare la Coupe du Monde 2030. Donc Pretoria voit cette affaire comme une occasion en or pour tacler l'influence marocaine au sein de la CAF. C'est du billard à 3 bandes. Ce qui amène au chantage autour de la CAN féminine, la WAFCON 2026. Le levier de pression parfait. Le Maroc doit l'organiser, mais il y avait des flous sur les dates. Et la Mackenzie dit direct avoué. Si le Maroc n'y arrive pas, l'Afrique du Sud est prête à prendre le relais demain matin.
L'attaque est frontale. Il dit en gros que le continent ne doit pas être pris en otage par des infrastructures défaillantes. Et malheureusement, ces guerres de costumes-cravates ont des conséquences très réelles sur les gens. Les répercussions sociétales sont tristes, ouais. 18 supporters sénégalais ont été arrêtés lors de la finale et condamnés par la justice marocaine pour hooliganisme. Des peines de 3 à 12 mois fermes. Ce qui a provoqué une onde de choc au Sénégal. La porte-parole du gouvernement est montée au créneau et Dakar a même été jusqu'à demander une enquête pour corruption au sein de la CAF. Le mot corruption lâché par un État, diplomatiquement, c'est un point de non-retour. Surtout entre le Maroc et le Sénégal. Ils partagent des liens historiques hyper profonds. Les liens commerciaux, mais aussi spirituels, la confrérie soufie Tijania, par exemple. Oui, des millions de fidèles en Afrique de l'Ouest avec le centre spirituel au Maroc. C'est fou de voir une décision sur tapis vert abîmer des décennies de fraternité.